Bonjour à tous. Voici un sujet sur les talkie-walkie que vous utilisez lors de vos enquêtes. L'émetteur-récepteur radio ou talkie-walkie a été inventé en 1937 par monsieur Donald Hicks, ingénieur canadien. Le nom talkie-walkie date de 1941, lorsque monsieur Donald Hicks, je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que je ne fais pas trop d'erreurs, réalise une démonstration sur son appareil devant la presse en indiquant que c'est un poste émetteur-récepteur qui sert à parler en marchant. Talkie-walkie est une déformation du terme anglo-américain walkie-talkie, composé du verbe walk, marcher, et talk, parler, et du suffixe diminutif IE, walkie-talkie. Donc ces appareils, ils existent dans presque toutes les bandes radio et fonctionnent sur différentes fréquences. Il en existe des modèles professionnels et des modèles grand public. Malheureusement, depuis 20 ans environ, le marché français est inondé par une autre catégorie qui surpasse toutes les autres. Il s'agit des postes chinois bon marché. Donc, ces appareils sont en principe interdits à l'utilisation en France parce qu'ils ne respectent pas la législation en vigueur. La plupart des revendeurs ne tiennent pas compte de ce détail, voire ne le connaissent même pas. C'est l'utilisateur final qui va être responsable de ce qu'il va en faire. Donc, ils ne sont pas interdits à la vente parce qu'on a le droit de les acheter, mais on n'a pas forcément le droit de les utiliser. Dites-vous bien que si vous causez des perturbations, c'est vous qui allez être sanctionné, et pas forcément le point de vente. Bon, pour relativiser un petit peu, perturber un réseau avec un talkie-walkie, il faut quand même le faire exprès, honnêtement. Mais croyez-moi, ça arrive. Donc, à titre d'information, voici quand même ce que dit la loi. L'article L39-1 du Code des postes et des communications électroniques est puni de 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende sur le fait d'utiliser une fréquence ou un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes au dispositif de l'article L34-9 sans posséder d'autorisation prévue par l'article L41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues par l'article L33-3. C'est-à-dire, vous achetez un appareil, si cet appareil il a été modifié, eh bien, vous n'avez plus le droit de l'utiliser, même si à la base il était homologué. Donc en cas de non-conformité, vous risquez en plus de la confiscation du matériel et de 450 € d'amende forfaitaire requis par l'Agence nationale des fréquences afin de couvrir les frais de dossier et déplacement des techniciens venus constater le brouillage. Donc attention, certains vendeurs peu scrupuleux vous proposent du matériel en vous informant qu'ils sont conformes à la réglementation en vigueur, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà, c'est malheureux, mais ça arrive. J'ai demandé à l'Agence nationale des fréquences quel était le moyen pour le grand public qui ne connaissait pas forcément ce matériel en profondeur pour savoir si le matériel est homologué ou non. Et à ce jour où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas l'information. Avant, sur les appareils, il y avait une étiquette. C'était marqué conforme à la réglementation Intel, mais l'étiquette a disparu ces dernières années. Il n'y a plus de distinction entre les appareils. Donc c'est très compliqué parce qu'au final, l'utilisateur, il va acheter du matériel, mais il est bien un petit peu obligé de faire confiance au revendeur. Et malheureusement, il risque d'acheter du matériel qui n'est pas forcément homologué. Mais il y a quand même moyen d'éviter ces pièges d'une façon très simple.
c'est de se fier à des enseignes qui ont pignon sur rue. Méfiez-vous des plateformes de vente en ligne, non pas qui sont malhonnêtes ou quoi que ce soit, mais simplement sur ces plateformes on trouve beaucoup de matériel et on trouve de tout. Donc fiez-vous encore une fois à des enseignes qui ont pignon sur rue ou par exemple à des magasins de sport. Voilà, parce qu'en principe, eux, le matériel qu'ils vendent, ils le connaissent et s'il est vendu dans leur magasin, c'est qu'il est conforme à la réglementation. Alors pensez que parce que vous êtes dans un coin de campagne reculé, vous ne risquez pas de gêner d'autres réseaux. C'est une erreur qui peut vous coûter très cher. Parce que ne prenez pas cette réglementation trop à la légère. Des contrôles et des sanctions, il y en a. Et beaucoup plus souvent que vous pouvez croire. Surtout quand on est proche des réseaux professionnels. Le problème, il est là. C'est que les nouveaux appareils sont très proches des bandes professionnelles. On va y venir justement tout de suite. Donc, la différence entre les bandes. Eh bien, en France, il y a seulement 3 bandes qui sont accessibles au public gratuitement et sans licence. Ces bandes sont la bande dite CB, la bande LPD et la bande PMR 446. Alors, la bande CB, c'est... Bon, voilà. Donc, les talkie-walkie de la bande CB sont beaucoup plus grands que les talkie-walkie dits PMR. Donc, on les reconnaît quand même parce qu'ils ont une très grande antenne. Et en principe, c'est quand même marqué dessus, plus ou moins CB. Bon, voilà. Enfin, c'est pas très courant quand même. Il faut quand même les chercher pour les trouver, ceux-là. Les talkie-walkie de la bande LPD, c'est ce genre d'appareil. Alors, c'est pas très courant non plus. Simplement, cette bande-là, donc elle est sur 433 mégas. Le souci qu'il y a, c'est que la puissance HF est trop limitée et la portée est vraiment très faible. Cette paire-là, les deux qui sont là, sont donc avec des puissances, avec la puissance de 10 milliwatts, hein, qui est la puissance légale autorisée. Eh bien, avec ces appareils-là, on a une portée d'à peine une centaine de mètres en terrain dégagé, parce qu'à l'intérieur des bâtiments, eh ben, c'est très faible. Donc, la bande LPD, donc c'est une petite puissance, très petite puissance, et c'est pas fiable. Enfin, c'est pas fiable. Avec le peu de puissance qu'il y a, faire des liaisons, il faut quasiment être à côté. Parce que si vous avez un petit peu d'obstacles ou de choses comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas très répandu finalement. Beaucoup moins que les postes justement PMR 446. Alors les PMR 446, c'est les appareils que vous trouvez partout, j'ai envie de dire. Vous les trouvez absolument partout parce qu'ils sont très répandus. Beaucoup de gens les utilisent, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, parce que des entreprises aussi les utilisent, ils ont le droit, que ce soit des enfants qui s'amusent avec, ça pose aucun problème. Alors on a des versions en version jouée, comme ça, il n'y a pas de souci. Ça existe, il n'y a pas de problème, tout le monde connaît ça, tout le monde en a déjà vu. Il y en a énormément, c'est très, très répandu. Donc il y a beaucoup de chances que vous tombiez sur ce type de matériel qui ressemble d'ailleurs à ça, parce que celui-ci en est un. Alors celui-ci, c'est un 8 canaux, parce qu'au début, il n'y avait que 8 canaux, maintenant il y en a 16. Donc voilà, ça c'est du PMR grand public. Voilà. Et pour vous montrer la différence, voici du PMR professionnel. De la marque Vertex Standard, donc c'est vraiment du très bon matériel. C'est la même chose, même fréquence, même puissance, un peu plus costaud quand même, hein, c'est fait pour être costaud, un peu plus lourd, et il fonctionne mieux parce qu'il y a une plus grande antenne. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, ici il y a une chose aussi qui est importante sur ces appareils-là, c'est que
ils sont étanches à la poussière et étanches à la projection de pluie. Alors, pas étanches à jeter dans l'eau à l'immersion complète, mais à la pluie, ils sont étanches. Voilà. Pluie et poussière. Voilà ce qu'ils ont en plus. Et puis, très probablement une qualité d'émission qui est probablement meilleure quand même, bien filtrée, bien sûr. Une qualité audio qui est peut-être un peu plus puissante. Mais sinon, ils proposent exactement les mêmes fonctions de l'un à l'autre. C'est pareil. Donc, là où il faut faire attention dans ce qu'on trouve dans le commerce, c'est sur quand vous tombez sur des appareils de ce type-là, bon, ça pose pas de souci, en principe, voilà. Par contre, il existe des appareils tels que celui-ci, si j'arrive à le sortir de son logement, voilà, tel que celui-ci, par exemple. Donc ça, c'est des appareils qui proposent toutes les bandes que je vous ai citées, c'est-à-dire aussi bien la bande LPD que la bande PMR 446. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une troisième d'ailleurs, mais peu importe. Donc c'est des appareils qui vous proposent un peu tout. Donc tant qu'ils respectent à la limite la réglementation, ceux-là respectent la réglementation, à savoir qu'on ne peut pas enlever l'antenne, et la puissance est conforme au canaux que vous allez utiliser. Mais enfin voilà, c'est quand même quelque chose du spécial. Pour trouver ce genre de matériel, il faut déjà connaître un peu, il faut tomber dessus, il faut le chercher, enfin voilà, c'est un peu particulier. Des petits PMR de ce type-là aussi, je peux vous montrer, voilà. Donc ça, c'est des trucs très courants, très basiques. En principe, il n'y a pas de souci. Ceux-là, ils sont homologués. Alors là, je vois, il y a l'étiquette CE. On m'a dit, oui, s'il y a l'étiquette CE, normalement, c'est qu'ils sont homologués. Ben, méfiez-vous, parce que les Chinois, ils savent faire les fausses étiquettes. Donc c'est compliqué un petit peu. Bon, voilà. Donc, le souci sur les appareils chinois, c'est ce genre de matériel qui pose problème, parce que ça, c'est du matériel donc, qui est programmable. On peut programmer les canaux, les fréquences qu'on veut. On peut programmer la puissance qu'on veut, c'est-à-dire qu'un poste PMR normal va vous sortir 500 milliwatts, alors que celui-ci peut sortir 2,5 watts. N'allez pas croire que ça va passer mieux d'ailleurs, c'est autre chose. On y reviendra dessus. Et le problème qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas fiables. Ils perdent la programmation par moment. Et en plus de ça, ils ne sont pas propres à l'émission, j'ai envie de dire. C'est compliqué à vous expliquer. Mais il faut savoir que quand on passe en émission, ils dégueulent allègrement sur les fréquences autour. Donc voilà, c'est là un peu le souci. Ils ne sont pas filtrés. Et malheureusement, ils sont... Voilà. Alors, il y en a certains qui fonctionnent très bien de ces appareils-là. Il y en a beaucoup qui fonctionnent très mal. Bon, malheureusement, voilà, le souci, c'est que la réglementation française, ils s'en foutent un peu. Alors attention, ça ne veut pas dire que les appareils chinois, c'est tout de la cochonnerie. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui respectent la réglementation française, il y en a qui marchent très très bien. Il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, si vous voyez ça, précisément ça, alors c'est pas la peine que je vous donne la référence, ils existent sous plusieurs références. Plusieurs marques, plusieurs références. Donc ça sert à rien que je vous donne la référence, mais on les reconnaît quand même pas mal. Il faut faire attention à ça. Donc l'argument de puissance, justement, c'est un argument commercial et non de qualité. Donc selon vos besoins, la bande PMR 446 est parfaitement adaptée. En effet, cette bande, elle est en UHF et entre les fréquences comprises entre 446 et 446-200. Ces fréquences de longueur d'onde très courtes passent très bien en milieu urbain et à l'intérieur des bâtiments. En principe, justement, ces bandes-là, enfin ces fréquences-là, elles arrivent à mieux passer les obstacles. Voilà. C'est pour ça qu'en milieu urbain, ces appareils fonctionnent très bien, ces petits PMR. C'est pour ça qu'ils sont aussi appréciés, parce que vraiment, c'est du matériel qui est quand même efficace. La puissance maximale autorisée
est de 0,5 watts, donc un demi-watt. C'est largement suffisant pour faire des liaisons à courte distance, comprises entre 100 mètres et 1 km, voire beaucoup plus, en terrain dégagé. Parce que, en effet, les postes PMR homologués, je parle, c'est-à-dire vraiment avec la puissance autorisée et avec l'antenne d'origine, on peut tout à fait faire de la longue distance. Ça marche très très bien. C'est pas des blagues. Même avec un demi-watt, ça fonctionne très bien. Plus vous allez être dégagé, et mieux l'appareil va fonctionner. C'est-à-dire que si vous êtes d'une montagne à une autre, vous pouvez passer facilement, vraiment facilement, plusieurs dizaines de kilomètres. Donc c'est quand même pas rien. Même avec un demi-watt, ça arrive à marcher très bien. C'est assez surprenant. Donc c'est pour ça que mettre plus de puissance, eh ben c'est... Alors bien sûr, la puissance, quand on en a plus, ça aide, évidemment. Mais c'est pas forcément justifié à chaque fois. Donc la propagation de ces ondes, elle est dite à vue. En gros, c'est à peu près comme une lampe. Imaginez une lampe. En fait, partout où vous voyez le faisceau, les ondes, c'est à peu près pareil. Hein, ça fait un peu la même chose. Donc c'est dit à vue. Donc c'est pas dans un bâtiment, c'est pas la puissance qui va changer la qualité de la liaison. C'est pas parce que vous aurez plus de puissance que forcément ça passera mieux. Par contre, c'est l'antenne qui va faire la différence. Mais vraiment en plus. Dans la norme PMR 446, la réglementation impose que les antennes ne soient pas démontables ou interchangeables sur les appareils. Donc lors de l'achat de vos appareils, préférez les modèles qui ont une antenne longue. C'est peut-être un peu contraignant sur le terrain, mais une radio qui marche pas parce que la liaison est pas bonne, c'est pas mieux, c'est tout aussi contraignant. Je vous explique. Donc là, vous voyez, vous avez un appareil avec une toute petite antenne. Voilà, entre celle-là et puis ok, et puis celle-là. C'est pas des antennes qui sont très très longues. Hein. Eh bien, la portée marchera, il n'y a pas de souci, mais c'est pas... Voilà. Vous voyez, sur les appareils de type professionnel, l'antenne est quand même beaucoup plus longue. Et on ne peut pas la démonter non plus. Hein. La norme est bonne. Hein. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les démonter. C'est des antennes souples. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais elles sont beaucoup plus longues et beaucoup plus performantes. Tout simplement parce qu'elles se rapprochent beaucoup de la longueur d'onde par rapport à la fréquence, et ce genre d'antenne est beaucoup plus performant. Donc quand vous allez acheter du matériel, eh bien essayez de trouver du matériel avec une antenne beaucoup plus longue. Et croyez-moi, ça existe beaucoup plus que ce qu'on croit. Par exemple, ceux-là, pourquoi, vous voyez, l'antenne est quand même vachement longue sur ces appareils-là. C'est aussi d'ailleurs pour ça que ces appareils fonctionnent mieux que les autres, parce qu'ils ont une antenne qui est beaucoup plus longue et qui permet d'avoir une meilleure liaison. Donc plutôt que de chercher à mettre de la puissance, il vaut mieux avoir un appareil avec une antenne un peu plus adaptée, on va dire. L'abus de puissance risque de provoquer des perturbations sur votre équipement en plus. Donc, vous voyez, non seulement ça vous apportera rien, mais ça risque de vous gêner plus qu'autre chose des appareils à forte puissance. C'est-à-dire que celui-ci, il sort 2,5 watts, mais si on prend des appareils tels que celui-là, alors celui-là, l'antenne, elle est interchangeable. Hein. Là, c'est une petite antenne, mais on peut mettre une beaucoup plus longue antenne. Ça sort 5 watts. Il y en a qui sortent 8 watts. Le problème qu'il y a, c'est que plus vous allez avoir de la puissance et plus vous risquez de perturber vos appareils. Et quand je dis de perturber, ça peut perturber une caméra, ça peut perturber un enregistreur audio, ça peut perturber... enfin voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, vos appareils radio là, qui scannent en permanence. Enfin bon, ça peut perturber beaucoup de choses. Les détecteurs EMF, j'en parle même pas. Parce que alors c'est complètement pas compatible du tout, ils s'apprécient pas du tout, ils sont vraiment pas copains. Donc voilà, plus vous allez avoir de puissance, c'est pas pour autant que votre liaison sera meilleure, et en plus de ça, vous risquez de vous gêner plus qu'autre chose.
Alors, il est important de savoir que ces fréquences, elles sont publiques. Et cela implique beaucoup d'utilisateurs, puisque c'est gratuit et accessible à tous. Cela va du jouet d'enfant aux professionnels qui utilisent eux aussi ces fréquences gratuites. Mais il faut aussi savoir que en dessus et en dessous de la bande PMR, juste en dessus, juste en dessous, on a des réseaux professionnels, des réseaux de sécurité, des réseaux du service public, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien rester sur les fréquences, sur les canaux qui sont autorisés et avec les puissances qui sont autorisées. Donc les liaisons peuvent être analogiques ou numériques, c'est-à-dire qu'une liaison analogique, eh bien potentiellement elle est reçue par n'importe quel appareil, et à contrario, une liaison numérique ne sera audible que par un appareil compatible, c'est-à-dire un autre appareil numérique. Alors il y a des appareils qui font, généralement les appareils numériques font numérique et analogique. On est quand même dans du matériel un peu spécifique. On appelle ça d'ailleurs du DPMR et pas du PMR. On est quand même sur des appareils spécifiques. Donc si vous cherchez vraiment du PMR 446, en principe, vous ne serez pas sur un appareil numérique. Mais on peut vous induire en erreur, on ne sait jamais. C'est bien de le savoir. Donc, il ne faut pas croire que parce que c'est du numérique, vous n'allez rien entendre. En réalité, avec votre poste analogique, si vous avez une transmission numérique qui passe, eh ben, vous allez entendre des sortes de grincements. Vous n'allez pas entendre de la voix. C'est des signaux qui seront complètement incompréhensibles. Vous n'allez pas entendre des paroles, mais vous risquez d'entendre des grognements, des grincements. C'est du data informatique qui passe au lieu de que ce soit la voix. C'est le principe du numérique, quoi. Donc, ça risque de vous perturber au final plus qu'autre chose. Bon nombre d'appareils disposent d'un dispositif permettant de vous isoler des autres utilisateurs. En principe, il y a choix entre deux systèmes de, entre guillemets, codage. C'est pas vraiment un codage. Je vais vous expliquer en détail tout ça. Donc, il y a ce qu'on appelle le DCS et le CTSS. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Eh bien, voilà, celui-là, il fonctionne. Quand vous allumez votre appareil, c'est pas le bon bouton. Voilà. Votre appareil est équipé d'un silencieux. C'est-à-dire que vous n'entendez pas ce bruit-là, ce bruit de fond. Eh bien, le DCS ou le CTSS, c'est une petite fréquence. Alors, le DCS, c'est encore autre chose, c'est une trame numérique. Mais peu importe, c'est une petite fréquence qui va être transmise en même temps que votre parole, et elle va dire au récepteur, si tu reçois tel code, tu peux ouvrir le récepteur. C'est-à-dire que votre émetteur et votre récepteur, il va falloir leur mettre le même code CTSS ou DCS en fonction de ce que vous voulez faire. Et quand vous allez appuyer sur le micro, même si vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon canal, eh bien si le récepteur n'a pas le bon code CTSS, vous n'entendrez pas la communication. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, ça ne veut pas dire que les autres, que vos conversations, elles sont codées, c'est scripté, c'est secret. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous n'entendez pas les autres utilisateurs que eux ne vous entendent pas. C'est pas du codage. Vous les entendez pas parce que votre appareil ne le laissera pas passer, mais eux comprennent parfaitement ce que vous dites. Alors, en principe, c'est quand même assez simple à programmer. Ça va pas chercher bien loin. Pas besoin de passer une licence de radio amateur pour arriver à comprendre ça. Vous avez le canal, vous avez la tonalité CTSS à programmer. Vous mettez tous vos appareils avec le même code et puis vous verrez que il n'y aura pas de souci. Alors je peux peut-être vous faire une démonstration avec cela. Donc là, je suis sur le canal 6. Ça se voit à l'écran? Pas sûr. Canal 6. Je vais faire pareil sur le deuxième.
Bon, donc là, ça marche, il n'y a pas de doute. Ça fonctionne, on est tous les deux sur le canal 6. Donc, je vais me mettre sur le canal 6, mais avec le DCS 034. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Et là, vous allez voir. Dans ce sens, ça marche. L'autre appareil m'entend, par contre. Là, ça marche pas. Alors, vous voyez que la petite LED rouge est allumée, mais vous voyez. Alors l'autre, il clignote parce qu'il reçoit quelque chose. Hein, il dit, tiens, je reçois un signal, mais j'ai pas le code. Alors du coup, ben, il s'ouvre pas, il parle pas. Tout simplement. Par contre, vous avez vu que c'est pas parce que on n'a pas, je veux dire, là, celui-ci qui est codé, celui-ci est codé, l'autre ne l'est pas. Donc, quand je parle, on m'entend, même si le canal, il n'est pas codé. Donc, en fait, c'est vraiment le récepteur qui va être bloqué, qui va être codé, c'est-à-dire qu'il s'ouvrira que s'il a la bonne clé, tout simplement, comme une serrure. Donc, en principe, les autres utilisateurs ne pourront pas interagir avec vous, rentrer dans vos conversations, s'ils n'ont pas le même code que vous. Donc cela permet d'être quasiment sûr que vous n'entendrez que les personnes que vous souhaitez entendre, hein, c'est-à-dire ceux qui font partie de votre réseau, enfin qui sont dans votre enquête, hein, tout simplement. Et les autres utilisateurs ne pourront pas interagir avec vous, sauf s'ils sont malins. Et oui, parce que en fait, il faut savoir qu'il est tout à fait possible, avec certains appareils, ou si on est un peu malin, qu'on sait un petit peu faire, il est tout à fait possible de chercher le code utilisé, le code que vous avez programmé pour votre réseau. C'est très facile à faire. Et à partir du moment où vous avez trouvé ce code sur votre récepteur, hein, imaginons par exemple que celui-ci est un appareil qui ne fait pas partie d'un réseau, d'un groupe de personnes. Il n'a pas les bons codes. Hop, si je trouve les bons codes et que je programme les bons codes, bon, bah après, je peux interagir. Ça pose pas de souci, tout simplement. Donc il faut aussi faire attention à ça. C'est pas parce que vous avez codé vos appareils que c'est de la fréquence ultra secrète et que les gens ils pourront pas intervenir ils pourront pas venir vous perturber, parce qu'il y a ça aussi. Il y en a qui aiment beaucoup perturber les conversations qui sont déjà actives. Donc faut savoir que ça existe. Et malgré tout, il y a des appareils qui permettent de trouver assez facilement ce codage. Donc c'est possible. C'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Donc tout cela pour vous faire comprendre que la bande PMR 446, si elle est gratuite et publique, eh ben, elle est utilisée par quasi tout le monde. Et vous n'êtes pas les seuls et il faudra vous isoler par les tonalités subaudibles adaptées. Il faudra aussi savoir que vous pouvez très bien tomber un jour sur quelqu'un qui cherche à vous perturber. Et si en plus de ça, la personne sait que vous êtes en enquête et qu'il a envie de s'amuser un peu, eh ben, il pourrait bien vous faire des coups et des trucs que vous n'allez pas forcément comprendre. Bon, bah, c'est simple, vous changez de canal. La meilleure des solutions dans ce cas de figure, vous stoppez votre enquête, 10 minutes, un quart d'heure, vous éteignez les postes. Vous vous rassemblez, vous décidez d'un nouveau canal, d'un nouveau codage. Vous pouvez très bien les mémoriser, par exemple. Hein. Vous décidez d'un nouveau canal. Vous ne le dites surtout pas à la radio, bien sûr. Et au bout de 10 minutes, vous revenez, vous reprenez votre enquête normalement, vous allumez vos appareils. Et le gars, le temps qu'il comprenne que vous avez changé de fréquence et tout ça, il va vous foutre la paix à un moment. Après, si vraiment le gars il est malin, de toute façon, il trouvera toujours une solution pour vous embêter. C'est malheureux, mais à partir du moment où c'est public, et à partir du moment où c'est accessible à tous, il faut savoir que ce genre d'individu, ça existe. C'est pas quelque chose de rare. Donc les appareils pas chers d'origine chinoise ont beaucoup de défauts. Ils sont en particulier sensibles aux interférences et une simple lampe LED peut les perturber occasionnellement et de façon aléatoire.
Euh, ce qui se ressent par des bruits étranges qui surviennent lorsque vous n'utilisez pas vos appareils. Par exemple, celui-là, ce genre d'appareil, là, alors, je m'excuse, hein, mais je prends toujours les mêmes, j'ai que ça sous la main. Ce genre d'appareils sont très sensibles aux perturbations. C'est-à-dire que vous l'avez à votre ceinture et puis vous vous en servez pas parce que vous avez autre chose à faire que de tout le temps parler à la radio. Donc vous faites ce que vous avez à faire et tout à coup, sans savoir pourquoi, hein, vous passez à un endroit et clac, vous entendez un truc bizarre. Ben en fait, il faut savoir que en fonction du niveau de la batterie, des fois, c'est simplement l'appareil lui-même qui se perturbe et qui génère des perturbations en interne. Sans parler des perturbations possibles qu'on peut avoir en extérieur. Donc ça, malheureusement, ça existe, il faut le savoir. Donc vous allez entendre des bruits bizarres, des espèces de crachotements. Vous allez penser que quelqu'un cherche à rentrer en communication avec vous, peut-être. Et en fait, c'est simplement l'appareil qui se perturbe. Ce genre de choses, en principe, on l'a quasiment pas avec du matériel qui est fiable, en principe. On l'a quand même un petit peu de temps en temps, il faut le savoir, c'est possible aussi, il faut dire ce qui est. On l'a un petit peu de temps en temps, mais vraiment beaucoup moins. Parce que c'est des appareils qui sont beaucoup plus filtrés et beaucoup moins sensibles à ces fameux parasites. Donc voilà, encore un argument qu'il ne faut pas ignorer parce que voilà, ça existe. Donc sans compter en plus qu'ils ne respectent pas la législation justement parce qu'ils ne sont pas suffisamment insensibles aux autres radiofréquences, mais aussi parce qu'ils émettent en plus de vos messages des signaux parasites non filtrés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors tout ce que je viens de vous dire, c'est bien gentil, mais comment on fait quand on n'y connaît rien et que on voudrait quand même avoir quelque chose de fiable? Et sans se prendre la tête à faire 3 jours de recherche sur Internet pour savoir si les appareils que vous avez trouvés sont conformes ou pas. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des marques de confiance que je vous recommande tout à fait. Alors, la liste est peut-être pas complète, il en manque certainement. Mais encore une fois, déjà, si vous allez dans un magasin de sport, un magasin un peu sérieux, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a peu de chances que vous tombiez sur des trucs comme ça. Ça se peut quand même, hein, malgré tout, hein, mais il y a peu de chances que vous tombiez sur des trucs comme ça. Il y a un modèle que je n'ai pas ici, qui est très courant, qu'on trouve beaucoup, c'est un Motorola jaune, qu'on trouve beaucoup dans les... Alors, ils ne sont pas donnés, hein, déjà, le prix n'est pas le même. Motorola, c'est de la marque, c'est de la qualité déjà. De façon physique, c'est déjà de la qualité, c'est pas du plastique qui casse pour un rien. Et au niveau de l'émission-réception, c'est vraiment de la qualité. En plus, ils sont homologués. Bon, alors, voici les marques que je vous recommande. Donc, la marque Kenwood. Ça. Bon, celui-là, c'est aussi du professionnel. Mais c'est du PMR. PMR 446, alors, les postes professionnels, honnêtement, ils vont vous coûter beaucoup plus cher. Ça vaut 300 et quelques euros. Hein. Ce genre de matos, c'est à peu près ça. C'est 300 et quelques euros. Pour vos enquêtes, c'est peut-être pas la peine d'acheter du matériel professionnel. Mais dans les marques que je vous cite, ils font aussi bien du matériel professionnel, aussi solide que ça, que du matériel grand public, c'est-à-dire du matériel un peu comme ça, matériel standard, des petits trucs et qui fonctionnent aussi bien, il n'y a pas de problème, mais c'est dans la marque. Donc Kenwood, bien sûr, Yaesu, Icom, Motorola, je vous en ai parlé tout à l'heure, Midland, Président, Alinco, Cobra, Stabo, Retevis et CRT. J'en oublie certainement, encore une fois. Je suis tout à fait d'accord, c'est possible que j'en oublie. Je ne peux pas tout connaître. Pourtant, même en étant vraiment dans la partie, oui, c'est compliqué de tout connaître ou au moins de tout se souvenir. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ces marques, elles sont irréprochables en qualité. Ça peut arriver. Malheureusement, il y a des modèles qui marchent mieux que d'autres, et voilà, ça peut arriver. Mais en principe, bon, c'est quand même un gage de qualité, ces marques-là.
c'est sûr que ça ne sera pas forcément les meilleurs marchés. Ils seront probablement un petit peu plus chers que les autres, mais sincèrement, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, je vous le dis tout net, hein, si vous voulez pas vous prendre le chou avec ce genre de matériel-là, vous achetez du matos de qualité et terminez, vous savez que vous êtes tranquille, vous êtes peinard. Après, vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Après, chacun sa façon de faire. Et en plus, vous saurez que ces appareils sont autorisés en France. Il n'y aura pas de problème. Vous ne serez pas en défaut avec la réglementation. Encore une fois, j'insiste quand même sur une chose. Les appareils chinois, c'est pas tous de la daube. Je vous ai montré un exemple, certes. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah non, tu racontes des conneries, ces appareils marchent bien. » Oui, il y en a certains qui marchent bien, mais qui sont malgré tout interdits à l'utilisation en France. On n'a pas le droit de les utiliser parce qu'ils ont la puissance beaucoup trop élevée et aussi parce qu'ils émettent autant de parasites que de paroles. Bon, je ne veux pas rentrer dans le débat, je vous dis ce qu'il en est. C'est vrai qu'ils seront beaucoup plus chers que ça, c'est certain. Les appareils que je vous parle seront beaucoup plus chers que ça. Mais après, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Encore une fois, je suis quasi sûr que la liste des appareils que j'ai notés, que je vous ai donné, aussi bien en bons appareils qu'en mauvais appareils. Alors attention, les Baofeng, ce genre de trucs là, ça c'est pareil, on n'a pas le droit de les utiliser en France. Et pourtant, ces appareils-là sont pas si mauvais que ça. Tout simplement parce que c'est des appareils qui sont bibandes, donc c'est plus destiné au marché radio-amateur qu'au marché grand public. Donc déjà, il faut une licence à la base pour ce genre de matériel. Et en plus de ça, bon, ils passent pas les normes françaises. Pourtant, ils marchent pas trop mal. Alors, ils marchent pas trop mal. Il y aurait encore à dire, il faut être relatif là-dessus, mais voilà, il faut le savoir quand même. Donc voilà. Maintenant, on va aborder le cas des babyphones. Alors, j'en ai pas sous la main. J'ai beau regarder, mais non. J'ai pas de babyphone ici. J'ai beaucoup de matériel derrière vous. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Mais j'ai pas de babyphone. Bon, désolé. Alors, les babyphones, mais parce que y en a pendant les enquêtes qui utilisent les babyphones. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, vous avez certainement vos raisons. Donc le principe du babyphone, c'est exactement le même que ceux des talkie-walkie qu'on vient de parler. C'est-à-dire que déjà au niveau réglementation, tout ça, c'est pareil. Alors en principe, les babyphones, ils respectent quand même assez bien la réglementation. Il ne faut quand même pas pousser non plus. Voilà, en principe, ce genre de choses, il y a je connais pas, j'ai beau réfléchir, mais je connais pas de... Alors, ça se peut qu'il y en a qui respectent pas du tout la réglementation française, bon, enfin, en général, hein. Surtout que c'est quand même du matériel qui n'est pas donné. Donc, tout ce qu'on a vu précédemment sur les talkie-walkie, c'est tout à fait valable. C'est tout à fait valable là sur les surtout que la plupart du temps, certains fonctionnent sur les mêmes fréquences ou à quelque chose près. Alors, en général, les babyphones fonctionnent sur une fréquence, sur une bande qu'on appelle SRD, et elle est comprise entre 863 et 865 mégas. Donc là aussi, il y a beaucoup d'utilisateurs, et pas seulement des babyphones. Il y a entre autres des casques sans fil qui fonctionnent sur cette bande-là. Il y a des stations météo individuelles, il y a certaines alarmes qui fonctionnent là-dessus. Il y a de la télécommande, etc., etc. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, c'est tout à fait possible que, avec un babyphone, on entend parfaitement bien les trames d'une station météo, par exemple. Alors, c'est bizarre, hein, mais c'est tout à fait vrai. Donc, c'est tout à fait possible qu'avec un babyphone, vous entendiez des signaux qui viennent d'autres utilisateurs et qui peuvent être potentiellement assez éloignés. Voilà, c'est possible, hein. Il faut le savoir. Alors, la puissance sur cette bande SRD va de 10 mW à 500 mW.
Donc 500 milliwatts, eh ben, c'est un demi-watt, hein, c'est la même puissance que les postes PMR 446. Donc déjà, vous voyez, ça porte quand même pas mal. Hein. Donc vous pouvez très bien être perturbé par un babyphone qui peut se trouver à plusieurs centaines, voire peut-être à plusieurs kilomètres de votre position. C'est tout à fait possible. Hein. On n'est pas dans le domaine de la rareté absolue. Donc ça c'est une chose, mais c'est pas le plus grave, parce que si votre appareil est d'ancienne génération, c'est un très vieux babyphone, alors là c'est le pire des cas, parce que cet appareil-là fonctionnait avant sur la bande 26-27 mégas. Et là, croyez-moi, même avec une très faible puissance sur ces bandes-là, on peut vraiment aller très très loin. Et puis on est surtout qu'on est en plein milieu de la bande CB. Donc vous pouvez vraiment entendre des choses. Alors vous pouvez très bien avoir un cibiste qui va se trouver à plusieurs dizaines de kilomètres de votre position et qui va vous générer des signaux perturbateurs sur votre babyphone. Hein. Plusieurs dizaines de kilomètres, hein, je parle, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas quelque chose de très rare et d'impossible, c'est même beaucoup plus courant que ce qu'on croit. Donc les babyphones ancienne génération, bah honnêtement, moi je vous déconseille d'utiliser ça. Parce que vous allez forcément entendre des choses, ça peut être des signaux ou de la voix, mais vous allez forcément entendre des choses qui vont vous induire en erreur. Ça, c'est une quasi-certitude. Donc en général, il y a une étiquette à l'arrière de l'appareil, soit de l'émetteur, soit du récepteur, soit la boîte, si vous avez la boîte, et en principe, c'est marqué dessus. Bon, en général, ils sont sur la bande SRD à 800 et quelques mégas. Il y en a qui sont sur la bande PMR. C'est plus rare. Et il y en a qui sont donc les plus anciens, donc sur la bande 27 mégas. Donc regardez-le. Si c'est sur 27 mégas, laissez-le chez vous, ça sera mieux. Donc en plus de ça, il faut savoir que ces appareils, donc ancienne génération, ils ne sont pas codés. Donc les appareils nouvelle génération, certains peuvent être codés, c'est-à-dire exactement sur le même principe que ce qu'on a parlé tout à l'heure, là, le CTSS. On en a causé tout à l'heure, là, ça c'est le DCS, mais c'est TSS, exactement le même principe. Et ben, les babyphones peuvent avoir ce dispositif, ce qui peut être intéressant. Mais les appareils d'ancienne génération, ils n'ont pas du tout ça. C'est-à-dire que vous ouvrez votre récepteur et vous entendez tout ce qui voudra bien passer. Et alors là, vous pouvez vraiment tout avoir. Même une lampe, un panneau LED qui fait de la lumière, qui fait de l'éclairage, qui est à plusieurs centaines de mètres de votre position, peut très bien venir vous perturber, vraiment. C'est pas des blagues ce que je vous dis, c'est connu. Donc l'utilisation d'un babyphone, honnêtement, je vous le déconseille, ou alors c'est à utiliser avec parcimonie. La portée de ces appareils est de quelques centaines de mètres d'après le constructeur, mais selon la sensibilité du récepteur, vous pouvez capter des signaux beaucoup plus forts et beaucoup plus loin. Et surtout, il faut savoir que tous les utilisateurs de ces bandes-là ne vont pas avoir forcément les mêmes fréquences, la même puissance que vous. Donc, en fait, vous pouvez très bien avoir des signaux qui viennent de très très loin. Alors, bien sûr, avec des signaux dont le champ est plus important, il y aura beaucoup de difficultés à avoir une bonne réception, mais justement, cela va générer des perturbations sur ce que vous écoutez et ça peut vous induire en erreur. Ça, voilà. Vous allez entendre un truc bizarre et vous allez vous poser des questions en vous disant « Mais c'est quoi ce truc qu'on vient d'entendre ?» Alors qu'en fait, c'est le truc, voilà, une perturbation qui se fait à proximité. Et en fait, voilà, c'est tout à fait, malheureusement, c'est tout à fait possible. C'est vraiment quelque chose de courant, il faut le savoir. Et aussi, vous aurez l'impression que votre émetteur se déclenche et que la source du signal est à proximité, alors qu'en fait, elle peut être vraiment dans votre voisinage sans que vous vous en doutiez. Donc techniquement, vous l'aurez compris, c'est bien d'utiliser un moyen de communication sur une enquête. Déjà sur le plan de la sécurité, je trouve que c'est important. Surtout quand on est plusieurs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc personnellement, c'est mon avis, c'est mon point de vue perso, mais vous en faites ce que vous en voulez. Je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser ce matériel-là. Ça peut être important sur le plan de la sécurité. C'est aussi pratique. Il faut reconnaître que c'est pratique. Parce que
vous restez discret. Vous n'êtes pas obligé de gueuler pour prévenir la personne. C'est quand même beaucoup plus pratique. Mais voilà, il faut savoir que donc l'utilisation des radiofréquences implique des phénomènes qu'on a parlé précédemment. Il faut le savoir, ça existe. Ça peut vous arriver. Il y a des grandes chances que ça vous arrive. Alors, n'interprétez pas trop ce que vous allez entendre. C'est pas forcément des signaux qui viennent de l'au-delà, je vous rassure. On a généralement ce qu'il faut, nous, déjà, sur notre plan, sans aller chercher des signaux qui viennent d'autres destinations, on va dire. Enfin, voilà. Faites quand même attention avec ça, surtout avec du matériel grand public. Bien sûr, quand on a du matériel professionnel, on a moins de chances d'avoir des soucis, enfin des perturbations, encore que ça arrive. Mais avec du matériel grand public, voilà, c'est du matériel grand public qui est un peu moins cher, bien sûr. Ça a des inconvénients, ça a beaucoup d'avantages, c'est gratuit. Ça peut avoir des inconvénients. Voilà, bon, vidéo très longue, j'en suis désolé. J'espère que mes explications, elles sont quand même à peu près compréhensibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Si j'y réponds pas, Vivien me les transmettra. Enfin, on se débrouillera, quoi qu'il en soit. Merci de votre patience et puis à bientôt. Salut!